Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et voici une émission qui annonce les vacances d'été, les longues discussions sous le ciel étoilé. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de Nostradamus et de ses prophéties. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je retiens votre image Anissa. Si cette émission en effet peut générer de belles discussions, eh bien on peut dire que j'en serai le premier ravi. On va bientôt célébrer le 450e anniversaire de la mort de Nostradamus, puisqu'il est mort le 2 juillet 1566. Notre invitée, Jacqueline Allemand, a dirigé à Salon de Provence le musée et le centre Nostradamus, et nous avons de la chance qu'elle soit venue jusqu'à la rue François 1er, exprès pour nous parler de ce mystérieux personnage. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Michel, qui va en savoir plus sur les origines de la trépanation. Question intéressante de Michel. Pour le moment, c'est au tour d'un autre Michel de Nostredame, de nous poser des questions. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. N'importe quel grand événement, la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II, la chute de l'Empire soviétique, les attentats du 11 septembre 2001, etc. À chaque fois, la même rengaine se fait entendre, de façon plus ou moins étayée évidemment. Nostradamus l'avait prédit. En cela, rien de nouveau, car depuis 4 siècles et demi, l'œuvre réputée prophétique de Michel de Notre-Dame, donc le vrai nom de Nostradamus, cette œuvre interpelle, trouble, inspire de nombreuses personnes à travers le monde. D'une part, vous avez les convaincus, ceux pour qui l'énigmatique médecin du XVIe siècle a véritablement perçu l'avenir de l'humanité. Nous verrons dans quelle proportion, sous quelle forme. Et puis d'autre part, les sceptiques, persuadés que tout cela n'est qu'une vaste mystification. Je vous assure qu'il serait dommage de s'arrêter à ce clivage un peu stérile, un peu éculé. Nostradamus ne passionne pas seulement les esprits délirants adeptes de théories farfelues, des érudits, des scientifiques, des intellectuels, tout ce qu'il y a de sérieux sont littéralement happés par ce personnage et par ses mystères. Parmi eux, on peut dire que certains très grands spécialistes ont émis des hypothèses vraiment intéressantes. Nous verrons lesquelles tout à l'heure avec mon invité, avec Jacqueline Allemand. Pour eux, son œuvre s'impose comme un défi posé par un homme déjà considéré de son vivant comme quelqu'un d'exceptionnel et qui mérite qu'on s'intéresse à lui au-delà des préjugés un peu faciles. Ce personnage fascinant, je vous propose de le retrouver pour commencer en 1555, au moment même où sa célébrité s'apprête à se muer en légende. C'est déjà un monsieur âgé pour l'époque, il a 51 ans en 55. Depuis plusieurs années, Nostradamus est installé en tant que médecin à Salon de Provence, qu'on appelle Salon de Crau à l'époque, et grâce à l'un de ses disciples, Jean-Aimé de Chavigny, on peut dire que la vie de Nostradamus dans ces périodes-là nous est assez connue, de même que son apparence physique. Voilà ce que nous dit Chavigny. Il était de stature un peu moindre que la médiocre, de corps robuste, allègre et vigoureux. Il avait le front grand et ouvert, le nez droit et égal, les yeux gris, le regard doux et flamboyant lorsqu'il était en colère, le visage sévère et rieur, de sorte que la sévérité y était accompagnée d'une grande humanité. Les joues vermeilles, la barbe longue et épaisse, et tous les sens aigus et très entiers. Peut-être que l'un des secrets de Nostradamus se niche dans cette dernière phrase, dans ces derniers mots. Tous les sens aigus et très entiers. Au moral, Nostradamus est un homme brillant, ça je ne vous apprends rien, doté d'une mémoire phénoménale. Il peut se montrer, c'est vrai, un peu soupe au lait, mais il est généralement assez agréable. À cette époque, sa réputation de médecin est plus qu'installée. Au cours de sa carrière, il s'est illustré dans plusieurs villes atteintes de peste. Ce qu'on appelait les pestes à l'époque, c'était toutes sortes d'infections et d'épidémies. Sa renommée repose aussi sur une autre compétence, et c'est là évidemment qu'il nous intéresse, sur les prédictions. Mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, l'astrologie et la science font plus que bon ménage. Ce sont deux aspects d'un même savoir, d'une même recherche.
L'astrologie est même régulièrement utilisée en médecine. Et par exemple, on peut définir la posologie d'un remède en fonction des astres célestes. Depuis 1550, Nostradamus, chaque année, publie un almanach comprenant des prévisions astrales. Évidemment, ça fait parler de lui encore un peu plus. Le médecin travaille aussi à d'autres publications, dont un ouvrage plus ambitieux qu'il va achever en 1555, Les Prophéties. Concrètement, il s'agit d'un recueil de quatrains à vocation prophétique, rassemblés en centuries, c'est-à-dire en ensemble de 100. C'est une œuvre vaste, touffue, évidemment assez hermétique, on peut dire difficile à comprendre. Dans les 2 premiers quatrains de l'ouvrage, Nostradamus donne une idée de sa méthode à travers ce style qui lui est tellement propre. Il écrit « Étant assis de nuit, secrète étude, seul, reposé sur la selle des reins, flambe exiguë sortant de solitude, fait espérer qui n'est à croire vain. La verge en main, mise au milieu de branches, de l'onde il moule et le limbe et le pied, une peur et voix frémissent par les manches, splendeur divine, le divin prêt s'assied. » Et je vois mon invité qui, pendant que je dis ces vers, est en train de les dire tout bas pour elle-même. On peut imaginer Nostradamus travaillant chez lui dans ce qui ressemble à une sorte d'observatoire, un peu rudimentaire évidemment. Il est sous les étoiles qui scintillent dans cette épaisse nuit provençale. Quand il parvient à un certain état de concentration, il reçoit des messages que nous considérons comme surnaturels. Il ouvre en quelque sorte des fenêtres sur l'avenir du monde. Et ainsi, d'une certaine façon, Nostradamus est à la fois un astrologue et un instrument du divin. Il est un vecteur, si vous voulez, une sorte de passage d'éléments entre le ciel et les hommes. Les quatrains qu'il retire de tout cela ne sont pas moins très obscurs. La grammaire est pour le moins incohérente, même si à l'époque elle est moins fixée qu'aujourd'hui. Le vocabulaire est complexe, les idées un peu nébuleuses. Les prédictions, évidemment, ne sont jamais datées. Presque jamais, me dira-t-on. Mais pas de quoi effrayer ses lecteurs. Dès leur publication initiale, donc en 1555, les prophéties connaissent un véritable succès. Et ça n'est pas la seule réussite de Nostradamus en cette année, puisqu'au début de l'été, il va recevoir une invitation pour se rendre à la cour. Oui, à la cour royale, à la cour d'Henri II. À l'évidence, la nouvelle de son don exceptionnel s'est répandue très loin. À la mi-juillet, nous voyons Don Michel de Notre-Dame quitter Salon de Provence pour prendre la direction du nord. Pour lui, c'est certain, la gloire est au bout du chemin. Extrait de l'Orfeo de Monteverdi par René Jacob sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les traces de l'apothicaire et astrologue le plus célèbre depuis la Renaissance, Nostradamus, qui vient de quitter Salon de Provence. Oh, mais il est même à Paris. Il est arrivé là, à Paris, le 15 août 1555. C'est le connétable de France en personne, Anne de Montmorency, qui vient le trouver et le conduit lui-même à la cour auprès de Sa Majesté et auprès, je devrais dire, de leur majesté, parce qu'il a le roi Henri II, mais surtout à ses côtés, il y a Catherine de Médicis, que vous savez tellement sensible aux arts divinatoires. La rencontre, ai-je besoin de le dire, se passe bien et même mieux que cela. Nostradamus fait forte impression sur le couple royal et très vite, il va recevoir les marques de la faveur royale. Le docteur Paul Gagnère raconte « Les souverains le font loger dans l'hôtel de l'archevêque de Sens ». Magnifique, splendide hôtel de Sens, vous savez. Malheureusement, notre homme se laisse probablement aller à quelques excès de bonne chère et doit garder le lit pendant une quinzaine de jours pour y soigner une forte crise de goutte. Pendant cette période, moi il me semble aussi que le voyage a dû le fatiguer tout simplement. Pendant cette période, le roi ne cesse de s'enquérir de sa santé et lui fait parvenir une bourse contenant 200 écus d'or. C'est qu'Henri II et Catherine de Médicis entendent bien bénéficier des lumières de ce grand médecin provençal. Dès que Nostradamus va mieux, il est envoyé à Blois par la reine, auprès de ses enfants. Blois est la pouponnière royale à l'époque. La suite, vous la connaissez, elle appartient à la légende. On raconte que Nostradamus aurait prédit l'accession au trône des 4 fils d'Henri II et de Catherine. Pour la reine, la nouvelle peut être à la fois une source de fierté et l'annonce d'une suite de tragédies. En effet, 3 des princes seront rois de France. François II, vous savez très brièvement, Charles IX et Henri III. En revanche, le dernier, le duc d'Alençon, va mourir sans avoir jamais porté la couronne de France. Quoi qu'il en soit, la visite de Nostradamus à la cour, visite qui ne dure que quelques mois,
va beaucoup accroître son aura. Et dans les années qui suivent, ces prophéties seront scrutées avec d'autant plus d'attention. Un événement le plus terrible, le plus marquant, le plus traumatisant des événements de l'époque, je le raconte là dans Historia ce mois-ci, cet événement va jouer un rôle dans l'établissement de sa renommée. En effet, le 30 juin 1559, au cours d'une joute, Henri II est mortellement blessé par son jeune adversaire, Gabriel de Montgomery. La lance du cavalier, la lance cassée, vient se planter, se ficher dans le crâne du roi, elle traverse son œil, vous savez, c'est horrible. Or, à ce moment-là, 2 quatrains différents de Nostradamus sont mis directement, immédiatement, et j'ai envie de dire naturellement, en lien avec la tragédie. Le premier, dès l'époque de l'événement, en l'an qu'un œil en France régnera, la cour sera un bien fâcheux trouble, le grand de Blois son ami tuera, le règne mis en mal et doute double. Et puis, un petit peu plus tard, un autre quatrain apparaît, qu'on est allé chercher au milieu de toute cette... C'est un peu comme aller chercher une aiguille dans une botte de foin, mais avouez que celui-là est assez spectaculaire. Le lion jeune, je devrais le dire avec la diérèse, le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, 2 classes une, puis mourir mort cruelle. Des personnalités puissantes vont être particulièrement impressionnées par la capacité divinatoire de Nostradamus après la mort d'Henri II. On fait appel à lui, je pense au duc de Savoie, qui en 1561 l'interroge sur le sexe de l'enfant qu'il attend, qu'attend son épouse. Malgré ses succès, Nostradamus ne fait pas l'unanimité. Certains le considèrent comme un menteur, un charlatan, voire un homme dangereux, même si les hommes du XVIe siècle accordent, je vous l'ai dit, une valeur tout à fait importante aux prédictions astrologiques. Certains s'interrogent sur le risque qu'elles portent. Elles pourraient notamment entrer en contradiction avec la liberté humaine. C'est intéressant parce que c'est le début d'une autre forme de pensée, d'une philosophie différente que nous voyons là survenir. Quant au talent même de Nostradamus, il lui arrive d'être remis en cause. Hervé Drévillon et Pierre Lagrange en donnent un exemple. En 1558, nous raconte-t-il, une déclaration des abus, ignorances et séditions de Michel de Nostradamus accusa le prophète provençal de n'être, je cite, qu'un pauvre sot. L'auteur, un médecin avignonnais, se plaisait à révéler les nombreuses erreurs de calcul qui émaillaient l'almanach de Nostradamus pour l'année 1557. L'ouvrage était dénoncé comme une insulte à la vraie astrologie et Nostradamus soupçonné de ne savoir pas, je cite, calculer le moindre mouvement d'aucune étoile que ce soit. Et oui, que voulez-vous, l'envie, la jalousie ont toujours été de ce monde. Chez lui aussi, à Salon de Provence, Nostradamus connaît certaines difficultés avec une partie de la population. Certains s'interrogent sur ses activités, on le dit possédé, on dit qu'il est étrange, qu'il vit la nuit. Et dans le contexte de fortes divisions religieuses que connaît la France en ce milieu de XVIe siècle, on est vraiment à la veille immédiate des guerres de religion. Des auteurs tant catholiques que protestants s'attaquent à Nostradamus et à ses travaux. Et à mesure que vont se développer les guerres de religion, ça va s'aggraver, bien sûr. Face à cela, le médecin cherche à conserver un peu de distance, même s'il affirme souvent sa foi catholique. C'est sans doute pour lui une sauvegarde, bien entendu. Quant à la forme, sibylline de son œuvre, il l'explique. Hervé Drévillon et Pierre Lagrange de nouveau. L'hermétisme n'est ni une coquetterie, ni une ruse employée par l'auteur pour esquiver la confrontation entre ses pronostics et la réalité. En effet, la révélation des vérités célestes ne doit pas s'offrir à la connaissance du vulgaire. Nostradamus se justifie en citant l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que se tournant contre vous, il vous déchire. » C'est peut-être l'origine même du caractère si nébuleux, si difficile à appréhender et de la réalité qu'essaie de nous transmettre Nostradamus. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous propose une émission consacrée à Nostradamus. Alors si vous aussi vous trouvez ce personnage historique mystérieux, vous pouvez bien sûr réagir à cette émission et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Dans un instant, Franck Ferrand revient. Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous plongez au cœur de l'histoire mystérieuse de Nostradamus. Alors là, il a presque 60 ans et il devient de plus en plus important. Oui, il faut bien comprendre ça, c'est que Nostradamus n'a pas eu une gloire seulement posthume. Il était important de son vivant. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler ce qui s'est passé en 1564. Le jeune Charles IX, donc qui succède à son frère François II, vient faire, vous savez, il va faire tout son grand tour de la France. Là, il va visiter ses provinces, il va à la rencontre de ses peuples, comme on disait à l'époque. Il est accompagné de sa mère, bien entendu, la reine mère Catherine de Médicis. Il est de passage en Provence dans ce cadre de grands voyages. Et le 17 octobre, eh bien, il fait exprès étape à Salon. Et il vient uniquement pour voir Nostradamus. C'est Jean-Charles de Fontbrune qui le raconte. En cette belle journée d'automne, le soleil inondait la Provence de ses rayons tamisés par un léger voile de brume vaporeux. La ville accueillit avec faste Charles IX et sa mère. Nostradamus et sa famille se préparèrent dans la plus vive émotion à accueillir la famille royale. La ville est toute ornée, festonnée. L'odeur du romarin, de la lavande qu'on a répandue un peu partout flotte dans l'air au moment où le cortège pénètre donc dans Salon. Charles IX a revêtu pour l'occasion une magnifique tenue cramoisie qui certainement en impose sur ce tout jeune homme. Nostradamus n'a pas souhaité faire partie du groupe de notables qui accueille le roi, mais il entend bien répondre à l'honneur insigne que pour lui représente cette visite. Quand il se présente devant le roi adolescent, il lui lance de manière un petit peu grandiloquence « Vir magnus bello nulli pietate secundus », c'est-à-dire « homme grand dans la guerre, ne le cédant à nul autre dans la piété ». Un peu plus tard, Nostradamus est invité auprès du roi et de la reine-mère. C'est l'occasion d'une nouvelle prédiction qui, si elle a vraiment eu lieu à l'époque, a dû paraître bien improbable, puisque en voyant le cousin du roi, le prince de Berne, celui qui va devenir Henri IV, mais alors dans des conditions très compliquées, 30 ans plus tard, Nostradamus lance « Celui-ci aussi sera roi et entrera dans l'église romaine », allusion à la conversion de ce prince protestant, conversion future au catholicisme. Paul Gagnère précise « On a tout lieu de croire que le jeune Charles IX ne fut pas informé de pronostic aussi fâcheux pour son propre destin, puisqu'il fait remettre au médecin, peu avant son départ de Salon, une gratification de 200 écus, ce qui est une somme considérable, en même temps qu'il lui décerne les titres hautement honorifiques de conseiller royal et de médecin ordinaire. Ainsi, pour Nostradamus, les honneurs s'ajoutent aux honneurs. D'une certaine manière, il va trouver là la meilleure réponse à toutes les critiques qui n'ont cessé depuis tant d'années maintenant d'être formulées à son encontre. Pour lui qui de plus en plus ressent durement les assauts de la vieillesse, il est difficile d'imaginer de monter plus haut. Il est allé au sommet de ce que le cursus honorum de sa profession, de sa corporation pouvait imaginer. Et d'autant plus qu'au fil des mois, sa santé se fragilise. Alors, il y a la goutte, bien sûr, qui revient régulièrement à la charge, et de manière lancinante, le médecin est de plus en plus marqué par une fatigue contre laquelle il ne peut rien. À la fin du printemps 1566, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour ouvrir cette émission, vous comprenez que ça commence à devenir inquiétant, cette date-là. À la fin du printemps 1566, donc il a 62 ans, il sent qu'il ne lui reste que peu de temps. L'urgence devient de se préparer à la mort, à la fois pour la transmission de son patrimoine, qui est devenu très important, que sur le plan religieux, bien sûr. J'aurais même dû inverser les priorités. Le 1er juillet, il va faire une sombre prédiction à Chavigny. Vous savez, Chavigny, son disciple. Il voit l'annonce de son propre décès. « Demain, lui dit-il, demain, au soleil levant, je ne serai plus. » Et en effet, quand on ouvre la porte de sa chambre, au petit matin, eh bien, le vieux monsieur est retrouvé sans vie, sur un petit banc. Il est assis, à moitié prostré, à proximité de son lit. Certains prétendent qu'il aurait aussi prédit les conditions de sa mort. Et je vous lis le quatrain, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant. « De retour d'ambassade, dont du roi mis au lieu, plus n'en fera, sera allé à Dieu, parents plus proches, amis, frères du sang, trouvé tout mort près du lit et du banc. » Nostradamus
laisse derrière lui une œuvre. Ah oui, ça fait drôle, évidemment. Il laisse une œuvre considérable dont près d'1 millier de quatrains et de prophéties, 3768 vers exactement, de quoi occuper les exégètes chevronnés pendant encore très longtemps avec des éditions et des rééditions et des rééditions encore, de quoi surtout nourrir ce mythe fascinant. Car il est vrai qu'a posteriori, de nombreux faits historiques peuvent être relus de manière troublante. Certains diraient tirés par les cheveux. Encore une fois, il y a les deux points de vue. Ça, vous ne réconcilierez jamais les uns et les autres. En tout cas, certains faits historiques peuvent être retrouvés, si l'on peut dire, dans les quatrains de Nostradamus. Son œuvre est suffisamment étrange, cela dit, pour qu'on peine à en tirer des prédictions précises et fiables pour l'avenir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'à mesure que se déroule le fil du temps, on arrive à faire coïncider les événements qui surviennent avec un certain nombre des quatrains rédigés il y a si longtemps maintenant par Nostradamus, mais que, connaissant les quatrains non encore exploités, il nous est bien entendu tout à fait impossible d'imaginer à quelle sauce nous allons être mangés. Je me dis qu'après tout, c'est peut-être mieux ainsi. Bonjour Jacqueline Allemand, merci beaucoup d'être venue justement de la Provence, exprès pour nous parler de votre Nostradamus, et vous en avez des choses à nous dire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et depuis 14h, Franck Ferrand, aujourd'hui vous nous parlez de Nostradamus. Alors nous avons déjà commencé à découvrir sa vie grâce à vous et nous allons continuer à en parler avec votre invitée Jacqueline Allemand. Et avec nos auditeurs, hein, c'est le jour ou jamais là, pour nous écrire, oui, là, nous envoyer vos avis, etc. Là il faut poser vos questions, n'hésitez pas. Jacqueline Allemand qui est ancienne directrice du musée et du centre Nostradamus au Salon de Provence et spécialiste de la vie de Nostradamus. Alors vous vivez à Salon de Provence où vous avez donc beaucoup travaillé sur Nostradamus. C'était sa ville d'élection. Il est lui né à Saint-Rémy-de-Provence et d'ailleurs vous avez écrit un ouvrage, Michel de Nostredame de Saint-Rémy de Provence. Il était né en 1503, il va mourir le 2 juillet 1566, c'est-à-dire que dans quelques jours ce sera le 450e anniversaire de sa mort. Ça n'est pas rien, ça. Est-ce qu'il y a des événements prévus pour l'occasion? Est-ce qu'on prévoit de rendre hommage au prophète dans votre Provence, Jacqueline Allemand? J'oserais commencer par nul n'est prophète en son pays. Mais quand même, je dois dire que chaque année, on n'a pas attendu le 450e anniversaire, chaque année, le dernier week-end de juin ou le 1er de juillet, suivant les dates, il y a les fêtes Renaissance à Salon. Maintenant, ça s'appelle comme ça. Autrefois, c'était la reconstitution historique, qui rappelle ce cortège de 1564, qui était fastueux puisqu'il y avait 7000 chevaux qui accompagnaient le roi et la reine. Et donc, ça devait soulever la poussière dans l'accro. C'est 10 kilomètres de cortège. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que si les rues étaient jonchées de romarin et très parfumées, c'est parce que la peste régnait et qu'il fallait aller chercher les gens dans leur famille un peu plus loin parce qu'ils avaient fui la ville de Salon. Donc, ce qui m'a amusé, c'est que je ne savais pas que Jean-Charles de Fontbrune participait au spectacle ce jour-là. Il le raconte très bien. Comme s'il y était. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que Nostradamus a toujours eu un petit peu peur de l'image de ce personnage. Au début du XXe siècle, on avait envie de faire quelque chose sur Nostradamus, puisqu'on avait sa maison à Salon, mais on ne savait pas bien ce qu'on allait en faire. D'abord, elle tombait en ruine, elle avait été remodelée au cours des siècles, mais surtout, à Salon, les Salonnais avaient l'habitude de dire on préfère parler d'Adam de Craponne, qui est un ingénieur qui a irrigué l'accro et qui a apporté la prospérité. En fait, c'est parce que Salon a toujours eu peur de l'image de ce personnage et n'a jamais su la gérer. Alors j'ai essayé de revenir sur un certain nombre de faits, parce qu'on raconte tellement de choses. On dit notamment que Catherine de Médicis s'est prise de passion pour Nostradamus parce qu'il avait annoncé la mort de son mari. C'est pas le cas, puisqu'on voit qu'il vient au contraire à la cour d'Henri II et de Catherine de Médicis, bien avant évidemment l'accident de l'été 1559. Il était déjà une sommité de son temps, ses prophéties étaient lues, étudiées avec beaucoup d'intérêt. Alors on connaît bien sûr ce quatrain qui est le plus célèbre de tous. Il y en a d'autres. Hein. On a parlé il y a quelque temps, l'an 1999, 7 mois forcément, puisque pour une fois, il y avait une date. Donc, mais alors, que s'est-il passé en juillet 99 finalement? J'étais au musée, je peux vous le raconter. Ça fait venir du monde, ça sans doute, non? Oui, mais il y avait déjà 2 ans qu'on préparait bien l'événement, parce que
à la place que j'occupais au musée, j'ai vu défiler tous les pseudo-exégètes, les fous, les dérangés, les savants, pour parler de Nostradamus et de ses interprétations. Je me suis dit, moi, qu'arrivé à 40 ans dans ce contexte, si je n'avais pas compris ce que voulaient dire les quatrains, je ne les comprendrais pas après tout ce monde-là. Donc je m'étais surtout intéressée à la vie du personnage. Mais Catherine de Médicis, c'est vrai, a fait venir Nostradamus à Paris parce qu'il avait sorti son livre en 1555 à Lyon et que la cour était souvent à Lyon. Donc on lui en avait parlé et c'est vrai qu'il a été immédiatement célèbre. Ensuite, il faut faire attention parce que tout a été écrit sur Nostradamus et jamais vérifié. C'est un petit peu pour ça que j'ai consacré ma période au musée à vérifier les sources de tout ce qui avait été écrit. Vous travaillez avec Michel Chomara, d'ailleurs, qui est le grand spécialiste des écrits et des éditions. Oui, mon maître, sur le sujet, en tout cas. Lui, il est spécialiste des éditions et il a une approche très intéressante puisque ce qui l'intéresse, c'est de voir l'impact social de ces éditions. Et pour l'exposition qui avait été menée à la Bibliothèque de Lyon en 97, une étude avait été réalisée par Jean-Paul Laroche et Michel Chomara pour voir les pics d'édition au moment des crises dans le monde. Voilà. À chaque et fois on s'aperçoit dans l'incertitude, à chaque siècle, il y a des pics, chaque fois qu'il y a une crise, des éditions qui annoncent Napoléon, qui annoncent le pape, la mort du pape à Lyon. Hitler. Oui, la mort du pape à Lyon, on en avait fait, si je puis dire, un foin pas possible, ça je me rappelle très bien. Dieu merci, ça n'a pas eu lieu en fait. Alors, c'était justement ce qui a fait le succès de Jean-Charles de Fontbrune, puisqu'il a sorti en 81 son livre qui, avec un quatrain qui dit Romain Pontife, prends garde de t'approcher de la ville que de fleuve arrose, ton sang viendra près de la cracher, toi et les tiens quand fleurira la rose. Il annonçait l'arrivée de Mitterrand. Fleurira la rose, oui, voilà. Et aussi la mort du pape à Lyon. Alors Mitterrand est arrivé, donc son livre s'est traduit et vendu dans le monde entier, mais par contre le pape, on a demandé au cardinal de Courtrai à Lyon ce qu'il fallait en penser. Le pape heureusement n'est pas mort à Lyon à l'occasion de sa venue, ce qui prouve bien qu'on peut écrire tout et n'importe quoi. Oui, mais est-ce que ce n'est pas la vocation même des écrits de Nostradamus que de susciter les interprétations les plus diverses, puisque par définition, il a pris soin de masquer en quelque sorte les choses pour qu'elles ne soient pas à la disposition du vulgaire, ça c'est une possibilité, mais aussi pour que le vulgaire puisse s'en emparer et leur faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Justement, ce qui est très intéressant, c'est de se replonger sur le chemin de cet homme. Il faut poser les images qu'on a de lui et le reconnaître comme un savant, ce qu'on a essayé d'éviter pendant des siècles. Il est dans la droite ligne de la philosophie ficinienne. En Italie, Marcille Ficin avait retraduit Platon, Hermès Trismégiste, qu'on croyait un moine, un prêtre du temps de Moïse. C'est très important cette dimension platonicienne. Je dis pour nos auditeurs qui seraient effrayés par tous ces mots que nous venons de prononcer là depuis 30 secondes que ça n'a rien de si extraordinaire que ça. Simplement, ça laisse bien entendre que dans la philosophie générale de Nostradamus, il y a des vérités qui existent de toute éternité et qui sont quelque part où on peut aller les déceler. C'est ça la philosophie de Platon au fond du fond. Ça n'est pas une philosophie de l'expérimentation quotidienne, c'est une philosophie de l'accès à des idées suprêmes en fait. Et il y a chez lui cette dimension et cette aspiration sans doute. Voilà. Donc, ce qui ressort de ces écrits-là, ce que retient Nostradamus, c'est que vraiment, c'est l'idée de la Renaissance, d'ailleurs des humanistes de la Renaissance, si vraiment l'homme est un petit univers à l'image du grand univers, chaque partie du corps... une cosmogonie. Voilà, microcosme dans le macrocosme, chaque partie du corps est en vibration, en harmonie avec une partie du ciel. Et d'ailleurs, la maladie est une disharmonie et qu'il faut comprendre en étudiant la position des astres dans le ciel et qu'il faut soigner en appliquant des médecines, des plantes qui vont contrecarrer cette influence du ciel. C'est ce qu'on apprenait à Montpellier. Comment travaille-t-il concrètement? D'où lui viennent les fameuses visions qu'il transcrit ensuite sous la forme de quatrains? Alors, il explique bien comment il travaille. D'une part, comme vous l'avez dit, dans les 2 premiers quatrains de son œuvre, et ensuite dans sa correspondance, il explique qu'il lui faut la nuit du calme, de la concentration pour se détacher du temps, et que quand il est dans cet état de concentration, il a une voix qui lui vient, qui lui parle, et il fait référence, il connaît bien la Bible, il fait référence à des passages notamment du Pentateuque où Dieu dit à Moïse « J'enverrai un homme de ta race et je parlerai par sa bouche » puisqu'il dit splendeur divine, le divin près s'assied, puisqu'il dit une voix frémie par les manches, il se dit inspiré par Dieu pour annoncer la vérité. Et
après, il décrit comment il travaille, notamment cette préface à son fils qui est hyper importante. On ne peut pas se lancer dans les centuries sans avoir lu cette préface. César a 1 an quand son père écrit cela, il ne peut pas comprendre ce qu'il veut lui dire, mais à travers César, c'est à nous que c'est destiné. Et il dit qu'ensuite, quand il relit ou quand il revoit ce qu'il a vu la nuit, par exemple une bataille importante, il essaye de la comparer à une bataille du passé. Il a une très bonne connaissance des civilisations antiques et il calcule les planètes qui présidaient à cette bataille et il recalcule où elles vont se reproduire, Voilà, sur ça. quel pays. C'est Donc, très compliqué. il y a des rythmes, des cycles, Voilà. des échos, des correspondances. C'est peut-être ça aussi qui nous rend tellement proches de l'univers de Nostradamus lorsque des crises éclatent un peu partout. C'est qu'évidemment, la vision du monde dont procèdent les prophéties de Nostradamus est une vision d'un monde qui est un monde de rythme et d'écho. Ce n'est pas un monde ouvert à tous les vents, ce n'est pas un monde absurde, c'est le contraire d'une absurdité en fait, c'est peut-être ça. Vous dites qu'il s'inspire des batailles du passé, c'est peut-être ce qui a fait dire à Roger Prévost qu'en fait Nostradamus est un historien plus qu'un prophète. Exactement, mais en même temps, il ne le renie pas. Il dit qu'il a parlé du passé, du présent et de l'avenir. Dans sa correspondance, on lui demande plusieurs fois comment il travaille. Il dit qu'il travaille avec la méthode des Babyloniens, des Indiens, et celle de ses ancêtres. C'est un petit peu sur cette piste que je suis partie pour faire mes recherches. Les Babyloniens, ça permet de voir qu'il a une vision cyclique du temps. Il sait que les batailles reviennent, les épidémies, les saisons, et il base ses calculs là-dessus. Comme une sorte de respiration de l'histoire. Voilà. Et par là, il a l'air de tenir la clé de l'univers, mais qu'il ne peut pas révéler à tout le monde parce que les initiés le savent. On ne peut pas dire aux commun du peuple ce qui va arriver, parce que si vous donnez les clés à un enfant qui ne sait pas conduire, il peut tuer des personnes et se tuer lui-même, c'est dangereux. Donc là, c'est un petit peu pareil. Et avant de publier ses prophéties, il dit qu'il sait qu'il met sa vie en danger, mais il pense que c'est important pour l'humanité de lui parler de son devenir. Alors ce devenir, évidemment, qui nous passionne tous, parce que c'est notre devenir par la même occasion, Nostradamus prétend l'avoir plus ou moins perçu jusqu'en 3797. Ça veut dire qu'après, c'est la fin des temps, la fin du monde ? Pas du tout. Déjà, ça cloue le bec à tous ceux qui annonçaient la fin du monde pour 1999. Oui. Parce que et nous ne citerons pas de nom à ce micro. On a eu vraiment des cas dramatiques de femmes enceintes qui ne savaient pas où aller accoucher. Enfin, on n'a pas le droit de perturber le peuple de cette façon. Et il ne dit pas que la fin du monde est là. Il dit qu'avec ses cycles, il a calculé jusque-là. Ça permet après de continuer. Surtout, il donne la clé pour que l'homme, en qui il a confiance, puisqu'il met sa vie en danger pour écrire cela, pour que l'homme prenne son destin en main et n'aille pas à sa perte. Or, depuis près de 5 siècles, on n'a pas compris grand-chose, puisque si on regarde le monde actuellement, on n'a pas trouvé les clés. Oui, mais vous dites qu'il donne la clé, ça n'est pas si sûr que ça. Il livre des éléments, mais la clé, elle reste à trouver. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement, moi qui aime beaucoup la cryptologie, évidemment, j'ai tendance à aller chercher ça peut-être d'abord. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans les écrits de Nostradamus un code, tout simplement, et que en décryptant, en ayant la clé, en ayant le code, on arriverait à comprendre plus clairement ce qu'il nous annonce? Il y a forcément un code. Alors j'ai rencontré des Allemands qui mettaient sur ordinateur pour ressortir les mots qui étaient écrits le plus souvent. J'ai rencontré des gens qui faisaient toutes sortes d'études à partir de la Kabbale hébraïque. Et puis on a Roger Frontenac qui, pendant la guerre de 14-18, était décodeur pour l'armée et qui a essayé de trouver, et qui a trouvé d'ailleurs une clé latine dans les quatrains qui dit que le trésor, on le trouvera sous la base d'une colonne. Alors à Saint-Rémy, dans les ruines de Glanum, tout le monde cherche sous la base d'une colonne quel peut être ce trésor. Formidable Nostradamus qui continue d'agiter les esprits les plus fertiles de chaque époque. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, c'est peut-être le passionné d'astrologie le plus célèbre de l'histoire, qui est au cœur de l'histoire sur Europe 1 jusqu'à 15h, Nostradamus, et on en parle avec votre invité qui le connaît très bien, Jacqueline Allemand, ancienne directrice du musée et du centre Nostradamus à Salon de Provence et spécialiste de la vie de Nostradamus. Oui, et auteur de Michel de Notre-Dame de Saint-Rémy de Provence, aux éditions Mémoire Active, et vous avez en page quasi de frontispice la maison natale de Nostradamus, Jacqueline Allemand, et on voit la plaque qui a été apposée sur cette façade, cossue du reste. Ici naquit le 14 décembre 1503 Michel de Notre-Dame dit Nostradamus, astrologue, tout simplement. Pourquoi, nous demande la question de notre auditrice Emma, pourquoi Michel de Notre-Dame est-il devenu Nostradamus? Pourquoi ce nom? Alors c'est une bonne question, effectivement, ce sont des juifs convertis, mais déjà avant sa naissance, les grands-parents se convertissent vers 1453-56, grâce au cardinal Pierre de Foix qui s'est installé à Avignon et qui les autorise à la conversion et à prendre le nom de Notre-Dame. Ils étaient auparavant une famille paternelle de Carcassonne, du côté des Trencavel. Ils sont issus de ces familles juives qui se sont installées autour des papes d'Avignon. Est-ce que c'est au départ des juifs espagnols qui se sont installés dans un premier temps au pied des Pyrénées, notamment à Alette-les-Bains, puis qui au fur et à mesure que ça se resserre un petit peu autour des Juifs, avance vers le comtat venessin, puisque la tradition des papes d'Avignon, c'était de recevoir les Juifs parce qu'on leur faisait payer de lourdes taxes. Je parlais d'une façade cossue, c'était une famille qui avait assez aisée, disons. Hein. Oui. À Saint-Rémy, Jaume de Notre-Dame est d'abord marchand de céréales, mais comme il rédige, d'abord il prête de l'argent, ensuite il rédige des actes notariés, donc il est autorisé à s'anoblir et il devient notaire, notamment notaire attitré de la famille de Sade. Et il établit beaucoup d'actes qui lui rapportent beaucoup d'argent, ça c'est sûr, ce qui permet de payer à son fils Michel de bonnes études. Alors une famille un peu assez aisée, une famille aimante, donc il y avait 18 enfants au départ, il y en a que combien qui vont survivre? 8 qui ont survécu, oui. Et cette famille aimante va aussi offrir à Michel les moyens de faire des études grâce à ce prêt-là dont vous nous parliez. Hein, c'est ça en fait. Il va faire ses études en Avignon en fait. Hein, oui. Mais surtout, il est logé chez sa tante, la sœur de son père, Marguerite, qui est mariée à un teinturier de Joannis, Pierre de Joannis. Et Nostradamus le regarde préparer ses décoctions à base de plantes pour teindre les vêtements, etc. Il dit dans son traité des fardements et confitures elle a beaucoup travaillé là-dessus et sur sa médecine au musée. Vous avez travaillé sur cet aspect. Il dit dans son traité des confitures que la peste, en quelque sorte, a été pour lui une sorte de révélation. Ça a été. Alors oui, parce que lorsqu'il était à Avignon, le collège, comme on disait pas à l'université, le collège ferme pour raison de peste. Partout où il va, la peste vient de passer ou arrive et les populations sont décimées. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les Juifs sont pourchassés, surtout depuis la peste noire de 1348 qui avait décimé la moitié de l'Europe. Donc il est impressionné par ce phénomène. Il a des ancêtres du côté paternel qui sont médecins et qui sont autorisés d'ailleurs par le roi René à pratiquer la chirurgie et la médecine. Et on lui inculque les premières notions de science, on va dire de sciences naturelles, l'étude des plantes, etc. Il a ça en lui. Il a étudié à la fac de Montpellier, hein, la grande université de médecine. Il va, entre Avignon et Montpellier, pendant 8 ans, il parcourt les villes, les villages, et il demande des recettes de simples, comme on dit, c'est-à-dire les plantes que l'on peut ramasser dans la colline pour se soigner simplement. Et il se fait comme ça son petit réceptaire. Et ensuite, en 1529, il s'inscrit à la faculté de Montpellier. Et à Montpellier, lorsqu'il arrive le 3 octobre 1529, tout le monde cite ce moment-là où le registre est barré par Guillaume Rondelet, celui qui les inscrit, le procureur qui les inscrit sur le livret, parce que Nostradamus a été dénoncé parce qu'il préparait ses médicaments. Et à Montpellier, on ne pouvait pas être apothicaire et médecin. À Paris, on ne pouvait pas être chirurgien et médecin. Bon, à Montpellier, on pouvait, mais pas manipuler les plantes. Et il se réinscrit 20 jours plus tard. Et là, on l'accepte. Et il va faire ses études, là, en même temps que Rabelais. Alors ensuite, on le voit passer dans un certain nombre de villes. Hein. Il est à Toulouse, à Bordeaux, etc. Lorsqu'il quitte Montpellier. Rencontre essentielle à Agen.
Nous avions fait une émission il y a quelques années sur cette rencontre justement fondamentale. Alors il va passer par Narbonne, Carcassonne, Toulouse, partout on a sa trace, il va jusqu'à Bordeaux. Il décrit dans son traité des fardements et confitures pourquoi il va à Bordeaux acheter l'ambre, qui est le meilleur que l'on trouve, et il décrit ce moment-là sur la plage quand on découvre l'ambre. Et puis finalement, il est près d'Agen, il va s'installer à Agen auprès de Jules César Scaliger, qui est un autre médecin philosophe, qui est très savant, mais qui a mauvais caractère, mais qui, pour les débuts, supporte Nostradamus. Ils s'installent tous les deux dans le Vallon de Vérone, et Nostradamus épouse là sa première femme, Henriette d'Ancos. Et dans le Vallon de Vérone, je suis allée faire de nombreuses recherches à Agen, j'ai retrouvé même les fauteuils sculptés dans la pierre où ils s'asseyaient tous les deux pour discuter. Et là, il y avait un petit cénacle de savants qui se réunissaient et qui discutaient, et chaque jour quand il faisait beau. Et tout va très bien jusqu'au moment où l'inquisiteur est annoncé. C'est-à-dire que n'oublions pas le contexte et l'époque dans lequel tout ça s'inscrit. Il y a cette sorte de police de la foi, de la religion, qu'est l'Inquisition, et qui est très présente. Alors Nostradamus craint l'inquisiteur parce que lui, on le soupçonne de fréquenter des réformés, et notamment il est proche d'un instituteur réformé, Philibert Sarrazin, qui est un mécréant, entre guillemets, qui finira sur le fagot, puisqu'on le brûlera. Mais l'inquisiteur qui vient les interroger, ce que Nostradamus ne sait pas, puisqu'il va s'éloigner pendant 2 ans, finalement, il va se convertir à leur théorie de réforme, et il va brûler lui-même sur le bûcher à Agen. Et donc, Nostradamus part 2 ans. Lorsqu'il revient, il apprend que sa jeune femme et ses 2 enfants sont morts d'une épidémie. Ses beaux-parents lui font un procès pour récupérer la dot, et il quitte définitivement cette région où il était heureux, et on perd sa trace. Ce n'est pas une vie facile quand même. Pas du beaucoup tout. d'accidents, beaucoup de difficultés, d'opposants, de fuites également. Il est très méfiant. Surtout après cet épisode-là où il a perdu ses êtres chers. Et d'ailleurs, je pense que s'il n'y a pas de traces de ses rencontres avec Rabelais, c'est justement par méfiance, parce que Rabelais est un homme extravagant, un grand savant bien sûr, mais qui aussi est chargé de missions diplomatiques, on pourrait dire d'espionnage, notamment quand il est avec le cardinal du Bellay à Turin, et même une fois il s'échappe, on le retrouve à Chambéry dans un accoutrement bizarre parce qu'il a peur d'être arrêté, parce qu'il a révélé des renseignements importants. Oui. Donc il se méfie de tous ces gens-là. Moi, je l'ai décrit à Salon parce que c'était les dernières années de sa vie qui nous intéressaient. Ce sont celles que l'on a tendance à connaître, oui. Mais il a beaucoup voyagé avant cela, bien sûr, avant de s'installer vraiment. Oui, parce qu'on le retrouve aussi à Turin en 1556. Il y a une plaque qui rappelle qu'il a habité là. Mais il voyage d'abord parce que la langue n'était pas un barrage, puisqu'il parlait latin, les savants. Donc, il pouvait écrire, voyager, il n'y avait pas de problème. Et ensuite, il va rencontrer des savants de son niveau. Lorsqu'il va à Turin, par exemple, d'abord, il y a la famille de Savoie qu'il estime beaucoup. Le comte de Tende, Claude de Savoie, a fait énormément pour Nostradamus, notamment à Salon, quand il y a l'affaire des Cabans, où on commence à le lyncher. Il a peur pour sa famille, Nostradamus, et Claude de Tende le fait enfermer au château de Marignane pour le sauver. Il écrit à Charles IX, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Il est au château. Donc, plusieurs fois, il a eu ce parcours chaotique, et il devient très méfiant. Oui. On n'a presque rien dit de ses 2 épouses. Il faut peut-être les présenter, en fait, non ? C'est avec plaisir que je les présente, parce que peu de choses ont été écrites à leur sujet, et j'ai consacré quand même pas mal d'années à leur recherche. Notamment la première, et d'ailleurs dans ce livre que vous avez cité, je donne quelques éléments. La première, Henriette d'Ancos, c'est très difficile à retrouver. Il y a un fragment aux archives d'Agen, un papier recopié qui la cite, et on écrit son nom D'*ENCAU2SE, ce qui fait que ça a égaré les chercheurs pendant très longtemps. Et lorsque je me suis acharnée à Agen et à Auch à faire des recherches, j'ai fini par trouver au cimetière d'Agen
un gardien qui nous a expliqué que les cimetières avaient été déménagés pour construire la voie ferrée et qu'on avait mis tous les anciens nobles dans des ossuaires. Et en regardant un ossuaire, mes yeux se sont portés sur le nom d'Ancos, écrit D-A-N-C-O-S. Et à partir de là, j'ai quand même avancé plus vite. Ah oui, pour le coup, c'était une clé. Là, ça. Voilà, ça c'était une clé. C'était merveilleux de se trouver devant cet ossuaire et de penser à eux. Combien d'enfants a eu Nostradamus Alors, de ce premier mariage, il a eu 2 enfants. Dont on sait peu de choses, juste qu'ils sont morts jeunes. Ensuite, après, lorsqu'il se remarie à Salon en 1547, Bertrand de Notre-Dame lui présente une jeune veuve, Anne Ponsard, qui était veuve d'un notaire, Jean Baume. Il a 6 enfants de cette femme, 3 garçons et 3 filles, pas dans cet ordre-là, mais enfin 6 enfants en 10 ans. Et il a l'air d'aimer énormément sa femme. Dans le testament, il dit à ses enfants... protégez votre mère. Il leur a transmis son don. César n'a pas l'air de l'avoir recueilli, en tout cas, par ses écrits, même s'il a écrit beaucoup de choses. Et César, on l'accuse de beaucoup de malheurs, par exemple d'avoir détourné l'histoire de la famille, d'avoir enjolivé, etc. Pour moi, qui ai vérifié les sources, je peux vous dire qu'avec ce qu'il possédait à son époque comme renseignement, il a fait un très beau livre sur les chroniques de Provence. Et je ne lui enlève rien de son savoir. Par contre, on parle peu de ses autres enfants. Et à New York, lorsque j'ai acheté une collection, la collection de Daniel Rousseau pour le musée, pour le centre Nostradamus, j'ai découvert André de Notre-Dame, qui est un homme sur lequel on pourrait faire une émission. Mais pourquoi pas, ce serait une idée. Michel de Notre-Dame de Saint-Rémy de Provence, précisez-vous, c'est votre publication chez Mémoire Active. Vous avez été, je le rappelle, pendant 2 décennies à la tête de ce centre dont vous parlez, cette maison de Nostradamus à Salon-de-Provence, où l'on peut se rendre encore pour ce 450e anniversaire. C'est même très indiqué. Merci beaucoup, Jacqueline Allemand. Merci à vous. Avec plaisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui une question de Michel et on va continuer à parler médecine après avoir parlé de Nostradamus. Michel est passionné par l'histoire de la médecine et on lui a souvent dit qu'on pratiquait la trépanation depuis très longtemps. Est-ce que c'est vrai ? Alors oui, depuis très très longtemps, la trépanation ou la craniotomie, c'est la perforation de la boîte crânienne qui permet d'atteindre la région du cerveau. Dans la chirurgie moderne, ça se pratique de façon relativement courante. Pourquoi trépanation ? Ça vient de trépan, en grec troupanon. Donc l'instrument utilisé pour pratiquer cette opération. C'est une opération donc très impressionnante et extrêmement ancienne puisque des traces font remonter cette opération au néolithique, environ 9000 avant notre ère jusqu'au 4e millénaire. Par exemple, un reliquat de trépanation est identifié sur un crâne préhistorique ouvert au début du 19e siècle dans une caverne de Nogent-les-Verges. Il apparaît que l'homme à qui appartenait ce crâne a survécu plusieurs années, donc avec son trou dans le crâne. Ce cas est assez loin d'être unique. On a pas mal de découvertes du même genre à travers le globe. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les trépanations de cette époque étaient d'ordre médical ou rituel. Alors au fil du temps, l'opération a été pratiquée par toutes sortes de civilisations, les Incas, les Égyptiens, les Grecs, etc. Et plus près de nous, des personnages célèbres ont eu à subir cette intervention. On pense forcément, parce qu'on en avait parlé ici, au fameux Don Carlos, le fils de Philippe II d'Espagne, qui était atteint d'une forme de folie. On ne peut pas dire que sa trépanation, d'ailleurs, ait foncièrement amélioré son caractère.